En 1177 avant notre ère, la Méditerranée orientale brillait de 1000 feux. 8 grandes civilisations dominaient le monde connu et entretenaient entre elles un réseau commercial si dense qu'on pourrait le comparer à notre mondialisation actuelle. Ces empires avaient mis des siècles à se construire, à perfectionner leur système politique, à développer leurs armées. Personne ne se doutait qu'en quelques décennies seulement, tout allait s'effondrer. Les Hittites régnaient sur l'Anatolie depuis leur capitale Hattusa, une cité fortifiée de 165 hectares, qui abritait entre 40 000 et 50 000 habitants. Leur empire s'étendait du centre de la Turquie actuelle jusqu'au nord de la Syrie. Ils rivalisaient avec l'Égypte pour le contrôle du Levant et avaient même signé l'un des premiers traités de paix de l'histoire après la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ. L'Égypte, justement, dominait toujours la vallée du Nil malgré ses pyramides déjà millénaires. Le nouvel empire égyptien contrôlait des territoires du Soudan au sud de la Palestine. Les pharaons de la 19e et 20e dynastie maintenaient leur pouvoir sur ces vastes régions grâce à une administration rodée et une armée redoutable. Ramsès II et son successeur Merneptah avaient repoussé plusieurs invasions et l'Égypte semblait inébranlable. La Grèce mycénienne prospérait avec ses palais fortifiés. Mycène, Pylos, Tirynthe, Thèbes, ces citadelles abritaient des rois guerriers qui accumulaient richesses et trésors. Les Mycéniens maîtrisaient l'écriture linéaire B et tenaient des registres méticuleux de leurs biens. Leurs tombes contenaient des masques d'or, des épées incrustées, des objets d'une beauté à couper le souffle. Ces guerriers commerçaient avec toute la Méditerranée et leurs navires transportaient huile d'olive, vin et céramique. La Crète minoenne avait certes connu son apogée des siècles plus tôt, mais elle restait un centre culturel important, relié aux Mycéniens qui avaient pris le contrôle de l'île vers 1450 avant Jésus-Christ. Le palais de Knossos, avec ses fresques colorées et ses magasins remplis de jarres géantes, témoignait d'une civilisation raffinée. Au Levant, les cités cananéennes formaient un réseau de royaumes prospères. Ougarit, sur la côte syrienne, était devenu l'un des ports les plus importants de la Méditerranée. Cette ville cosmopolite abritait des marchands de toutes origines qui parlaient plusieurs langues. Ces scribes avaient même inventé l'un des premiers alphabets. Les tablettes découvertes dans ces ruines nous révèlent une société dynamique où circulaient marchandises, idées et correspondances diplomatiques. Plus au sud, les villes de Megiddo et Lachish contrôlaient des routes commerciales stratégiques. Tyr, Sidon et Byblos s'enrichissaient grâce au commerce du bois de cèdre du Liban, matériaux précieux que les Égyptiens venaient chercher pour construire leurs navires et leurs temples. Chypre, l'île du cuivre, jouait un rôle crucial dans cette économie du bronze. Le cuivre extrait de ces mines, mélangé à l'étain venu d'aussi loin que l'Afghanistan, permettait de fabriquer le bronze qui donnait son nom à cette époque. Les forgerons chypriotes produisaient des lingots en forme de peau de bœuf qu'on a retrouvés dans des épaves au fond de la Méditerranée. En Mésopotamie, l'empire kassite régnait sur Babylone. Même s'il n'avait plus la puissance d'antan, il restait un acteur important du jeu diplomatique régional. Les rois babyloniens correspondaient avec les pharaons égyptiens et les monarques hittites, échangeant cadeaux et princesses dans un ballet diplomatique raffiné. La Syrie, au nord de la Mésopotamie, montait en puissance. Ces rois guerriers commençaient à étendre leur influence et à menacer leurs voisins. Mais même eux n'échapperaient pas totalement aux bouleversements à venir. Ce monde interconnecté fonctionnait selon des règles bien établies. Les grands rois s'appelaient entre eux « frères » dans leur correspondance diplomatique. Ils négociaient des mariages royaux pendant des mois, voire des années. Un pharaon égyptien pouvait épouser une princesse hittite pour sceller une alliance. Les caravanes traversaient des milliers de kilomètres pour transporter étain, cuivre, or, ivoire, céramique et textile. Les artisans voyagèrent d'une cour à l'autre, créant un style international qu'on retrouve de la Crète à Canaan. Les lettres d'Amarna, découvertes en Égypte, nous montrent des rois qui se plaignent qu'on ne leur a pas envoyé assez d'or, qui réclament des médecins, qui demandent protection contre des bandits. Ces échanges révèlent une diplomatie sophistiquée, mais aussi des tensions croissantes. Les petits royaumes vassaux suppliaient leurs suzerains de les protéger contre des menaces mal définies. L'archéologie nous montre aussi que ce monde du bronze tardif
avait atteint un niveau de complexité impressionnant. Les palais mycéniens stockaient des milliers de jarres d'huile et de vin dans leurs magasins. Les scribes notaient scrupuleusement chaque mouton, chaque lingot de bronze, chaque travailleur. Cette bureaucratie permettait aux élites de contrôler la production et la distribution des ressources. Mais cette complexité créait aussi des fragilités. Le système dépendait de routes commerciales sécurisées pour acheminer des matières premières indispensables. L'étain nécessaire au bronze venait de très loin, peut-être d'Afghanistan ou d'Asie centrale. Si ces routes étaient coupées, impossible de fabriquer de nouvelles armes ou outils. Les palais concentraient richesse et nourriture, créant une dépendance de la population envers ces centres de pouvoir. Si le palais tombait, c'était tout le système qui s'effondrait. Les hiérarchies sociales étaient rigides. Au sommet, les rois et leurs familles, puis les nobles et les scribes. Ensuite, les artisans spécialisés, les marchands, les paysans. Et tout en bas, les esclaves capturés lors des guerres. Cette pyramide sociale avait permis de construire palais et temples, mais elle générait aussi frustration et tension. Vers 1250 avant Jésus-Christ, les premiers signaux d'alarme apparurent. Des lettres inquiètes circulent entre les cours royales. Le roi d'Ougarit écrivait au pharaon d'Égypte pour demander du grain car son pays souffrait de disette. Merneptah, successeur de Ramsès II, accepta d'envoyer des navires chargés de blé pour maintenir en vie ce pays du Hatti. L'empire hittite, malgré sa puissance militaire, dépendait des importations égyptiennes pour nourrir sa population. Cette famine n'était pas un incident isolé. Les analyses scientifiques récentes ont révélé des informations troublantes. En 2022, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont étudié des carottes de sédiments prélevées dans la mer de Galilée. Les pollens fossilisés qu'elles contenaient ont permis de reconstituer le climat de l'époque. Le résultat est sans appel. La période entre 1250 et 1100 avant Jésus-Christ a connu la sécheresse la plus intense de tout l'âge du bronze et du début de l'âge du fer. Une autre équipe de l'Université Cornell a analysé les cernes de croissance de genévrier provenant d'un tombeau royal découvert à Gordion en Turquie centrale. Ces arbres millénaires ont enregistré année après année les conditions climatiques. 3 anneaux consécutifs, correspondant aux années 1198 à 1196 avant Jésus-Christ, montrent une croissance anormalement faible. La sécheresse avait frappé durement l'Anatolie au moment précis où l'empire hittite s'effondrait. Les tablettes d'argile découvertes sur plusieurs sites confirment ce que la science révèle. À Afek en Israël, à Hattusa en Turquie, à Émar en Mésopotamie, à Ougarit en Syrie. Partout, les scribes notèrent les mêmes difficultés. Pas assez de pluie, mauvaise récolte, greniers qui se vidaient, population qui avait faim. Cette sécheresse n'était pas venue seule. Des tremblements de terre secouèrent la région pendant plusieurs décennies. Entre 1225 et 1175 avant Jésus-Christ, une véritable tempête sismique frappa le bassin méditerranéen. Ces séismes ont tendance à se produire en séquence. Un tremblement de terre majeur fragilise les failles tectoniques et déclenche d'autres séismes. À Mycène, les archéologues ont découvert des squelettes écrasés sous des murs effondrés, preuve qu'un séisme avait détruit une partie de la ville vers 1250 avant Jésus-Christ. Le site fut reconstruit, mais un nouveau désastre le frappa 40 ans plus tard. Cette fois, des incendies massifs ravagèrent la citadelle. Pylos subit un sort similaire. Son palais somptueux, avec ses fresques représentant des griffons et des processions, fut détruit par le feu vers 1200 avant Jésus-Christ. Les tremblements de terre expliquent certaines destructions, mais pas l'effondrement général. Les cités avaient l'habitude de reconstruire après un séisme. Ce qui rendait la situation critique, c'était l'accumulation des catastrophes. Sécheresse plus tremblement de terre, plus tension sociale. Le cocktail devenait explosif, car les difficultés économiques alimentaient le mécontentement populaire. Les paysans voyaient leurs récoltes dévastées par le manque d'eau, mais devaient quand même payer leurs taxes au palais. Les artisans manquaient de matières premières, car les routes commerciales devenaient dangereuses. Les mercenaires et les soldats, mal payés ou pas payés du tout, commençaient à se retourner contre leurs employeurs. Des textes hittites évoquent des troubles intérieurs. Des provinces se révoltaient, profitant de la faiblesse du pouvoir central.
Le dernier grand roi hittite, Tudhaliya IV, avait lancé un ambitieux programme de construction à Hattusa, doublant la taille de la capitale et ajoutant de nouveaux temples. Mais ce projet pharaonique épuisa les ressources de l'Empire au pire moment. Alors que la population avait faim, le roi mobilisait main-d'œuvre et matériaux pour des constructions prestigieuses. Cette décision peut sembler absurde. Pourquoi construire quand votre pays souffre de famine? Peut-être Tudhaliya voulait-il projeter une image de puissance pour masquer la faiblesse réelle de son royaume. Peut-être espérait-il que ces temples magnifiques apaiseraient la colère des dieux et mettraient en fin à la sécheresse. Ou peut-être était-ce simplement l'hubris d'un souverain déconnecté des réalités. Les routes commerciales devenaient de plus en plus dangereuses. Des bandes de pillards attaquaient les caravanes. Des groupes armés rôdaient le long des côtes, s'en prenant aux navires marchands. Les lettres de cette époque mentionnent de plus en plus fréquemment ces maraudeurs qui semaient le chaos. Le commerce de l'étain, si vital pour la fabrication du bronze, commençait à se gripper. Si l'étain ne parvenait plus jusqu'aux forges, impossible de produire des armes neuves. Les armées affaiblies ne pouvaient plus protéger les frontières ni maintenir l'ordre intérieur. Un cercle vicieux se mettait en place. C'est dans ce contexte de crise multiple qu'apparaissent les mystérieux peuples de la mer. Ce nom vient d'inscriptions égyptiennes qui les décrivent comme des envahisseurs venus par la mer et par terre. Mais qui étaient-ils vraiment? D'où venaient-ils? Pourquoi se sont-ils mis en mouvement? Ces questions hantent les historiens depuis plus d'un siècle. Les inscriptions égyptiennes mentionnent plusieurs groupes, les Pélézet, les Tchekhers, les Shekelesh, les Denyen, les Weshesh, les Chardans. Certains de ces noms semblent correspondre à des régions connues. Les Pélézet sont probablement les Philistins qui s'installeront plus tard sur la côte palestinienne. Les Chardans pourraient venir de Sardaigne, les Shekelesh de Sicile. Mais ces identifications restent débattues. L'image traditionnelle des peuples de la mer les présente comme des hordes barbares déferlant sur les civilisations méditerranéennes et les détruisant systématiquement. Cette vision a longtemps dominé. Les peuples de la mer auraient anéanti l'empire hittite, ravagé Chypre, détruit Ougarit, brûlé les cités cananéennes, attaqué l'Égypte. Ils auraient été les agents principaux de l'effondrement. Mais les recherches récentes ont considérablement nuancé ce tableau. D'abord, l'archéologie montre que toutes les destructions attribuées aux peuples de la mer n'en étaient peut-être pas. Beaucoup de sites présentant des couches de cendres ont été automatiquement classés comme détruits par invasion, sans preuve réelle. Pas d'armes, pas de corps, pas de traces de combat, juste du feu. Or, le feu peut avoir de multiples causes: accidents, révolte interne, abandon volontaire suivi d'un incendie. Ensuite, même quand il y a eu violence, identifier les agresseurs reste difficile. Qui a détruit Hattusa? Les Gasgas, un peuple montagnard qui harcelait les Hittites depuis longtemps? Les Phrygiens qui s'installèrent dans la région peu après? Des rebelles internes? On ne sait pas. Les fouilles ont révélé que la cour royale avait quitté Hattusa avant sa destruction. La ville avait été partiellement évacuée, les temples vidés de leurs biens les plus précieux. Ce n'est qu'ensuite que le feu a ravagé les bâtiments abandonnés. Concernant Ougarit, une lettre poignante nous est parvenue. Le dernier roi d'Ougarit écrivait au roi de Chypre « Mon père, maintenant les navires ennemis sont venus, ils ont mis le feu à mes villes et fait du mal au pays. Mon père ne sait-il pas que toutes mes troupes sont stationnées dans le pays du Hatti et que tous mes navires sont dans le pays de Luka? Ils n'ont pas encore rejoint ici, et maintenant le pays est abandonné à lui-même. » Cette lettre ne fut jamais envoyée. Elle resta dans les archives du palais avant d'être cuite par l'incendie qui détruisit Ougarit vers 1185 avant Jésus-Christ. Ce texte soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pourquoi l'armée d'Ougarit était-elle dans le pays du Hatti, l'empire hittite? Pourquoi la flotte se trouvait-elle en Lukka, sur la côte sud de l'Anatolie? Ougarit avait-elle envoyé ses forces militaires aider les Hittites contre d'autres menaces? La ville était-elle restée sans défense par solidarité avec son suzerain? Les navires ennemis mentionnés dans la lettre sont-ils les peuples de la mer? Probablement, mais on ne peut en être certain. Ce qui est sûr, c'est qu'Ougarit fut détruite et jamais reconstruite. Cette prospère cité portuaire disparut en une nuit, ensevelie sous les cendres. Les recherches d'Assaf Yassour Lando, de l'université de Haïfa,
ont proposé une interprétation radicalement différente des peuples de la mer. En étudiant les sites du Levant où ils se sont installés, il n'a trouvé aucune trace des codes aristocratiques mycéniens, notamment l'écriture linéaire B. Si les peuples de la mer venaient du monde égéen, comme on le pense généralement, ils n'appartenaient pas à l'élite. Yasurlando suggère qu'il s'agissait plutôt de paysans, de classes moyennes et basses, fuyant l'effondrement de leur propre société. Des réfugiés plus que des conquérants. Cette vision change tout. Les peuples de la mer ne seraient pas la cause de l'effondrement, mais plutôt sa conséquence. Chassés par la sécheresse, les famines, les troubles sociaux dans leur région d'origine, Grèce, côte d'Anatolie, île de la Méditerranée, ces populations auraient migré en masse vers le sud, cherchant des terres plus fertiles et des opportunités de survie. Leur arrivée a certainement aggravé la situation dans les régions qu'ils traversaient. Une colonne de réfugiés comptant des dizaines de milliers de personnes, avec femmes, enfants, chariots, troupeaux, ne passe pas inaperçue. Elle consomme les ressources locales, crée des tensions avec les populations établies, peut se livrer au pillage par nécessité. Les représentations égyptiennes montrent justement ces caravanes familiales, pas seulement des guerriers. Mais ils n'étaient probablement pas une armée organisée lancée dans un plan de conquête systématique, plutôt une multitude de groupes disparates, certains pacifiques, d'autres violents, tous poussés par le désespoir et le besoin de trouver de nouvelles terres. Cette interprétation explique mieux certains éléments troublants. Comment des barbares auraient-ils pu détruire simultanément les plus grandes puissances militaires de leur époque? Les Hittites, les Mycéniens, les Égyptiens disposaient d'armées professionnelles, de fortifications impressionnantes, de ressources considérables. Comment des bandes de pillards auraient-elles pu les vaincre tous? La réponse est qu'ils ne l'ont probablement pas fait, du moins pas seuls. Ces civilisations se sont d'abord affaiblies elles-mêmes, rongées de l'intérieur par la sécheresse, les famines, les révoltes, les crises économiques. Les peuples de la mer ont donné le coup de grâce à des empires déjà chancelants, exploitant le chaos pour s'infiltrer, s'installer, parfois combattre. En 1177 avant Jésus-Christ, 8e année du règne de Ramsès III, l'Égypte affronta les peuples de la mer dans ce qui serait leur dernier grand affrontement. Cette date donne son titre au livre de l'archéologue Eric Klein et symbolise l'année où le monde bascula définitivement. Ramsès III n'était pas un novice. Il avait déjà repoussé des invasions libyennes quelques années plus tôt. Quand les peuples de la mer se mirent en mouvement vers l'Égypte, il sut qu'il devait agir rapidement et massivement. Les inscriptions de son temple funéraire à Médinet-Tabou décrivent la menace en termes apocalyptiques. Les pays étrangers ont créé une conspiration. Aucune terre ne pouvait résister devant eux. Le Hatti, Code, Carchemish, Arzawa et Alachia ont été détruits à un moment donné. Selon ces textes, les Hittites, les royaumes de Syrie, Chypre, tous étaient tombés devant les envahisseurs. L'Égypte restait seule debout. Ramsès ne pouvait pas se permettre de perdre. La survie même de son royaume était en jeu. Les peuples de la mer approchaient par deux routes. Un groupe progressait par voie terrestre le long de la côte levantine, accompagné de chariots transportant familles et possessions. Un autre groupe arrivait par mer, une flotte de navires voguant vers le delta du Nil. Ramsès devait combattre sur deux fronts simultanément. Il prépara sa défense avec soin. Ses armées se déployèrent en Canaan pour arrêter l'avancée terrestre. À la bataille de Jahi, dans le sud du Liban actuel, les forces égyptiennes affrontèrent les envahisseurs. Les détails de cette bataille nous échappent largement, mais les Égyptiens affirmèrent avoir remporté une victoire décisive. Les reliefs de Médinet-Tabou montrent des chars égyptiens chargeant l'ennemi, des archers décimant les rangs adverses, des prisonniers enchaînés. La vraie bataille décisive eut lieu sur le Nil. Les peuples de la mer tentèrent de pénétrer en Égypte par le delta, empruntant l'un des bras du fleuve. C'était une erreur tactique majeure. Ramsès avait anticipé cette manœuvre et préparé un piège mortel. Les navires des peuples de la mer n'utilisaient que des voiles pour se déplacer. Dans les eaux étroites du Nil, bordées de berges, avec un vent capricieux, ces navires perdaient tout avantage. Les bateaux égyptiens, équipés de rames, pouvaient manœuvrer à volonté. Ramsès positionna sa flotte en embuscade à l'embouchure du fleuve. Sur les rives, il déploya des rangs d'archers prêts à cribler de flèches toute cible se présentant.
Quand les peuples de la mer engagèrent leurs navires dans le delta, le piège se referma. La flotte égyptienne surgit, encerclant les vaisseaux ennemis et les repoussant vers les berges. Les archers positionnés sur la terre ferme et sur les navires égyptiens lâchèrent des volées de flèches. Les reliefs de Médinet Tabou montrent le carnage. Des navires qui chavirent, des hommes qui tombent à l'eau, d'autres criblés de traits, certains traînés jusqu'au rivage où ils sont achevés. Les inscriptions de Ramsès ne cachent pas sa satisfaction. Ceux qui ont atteint ma frontière n'ont pas de descendance. Leurs cœurs et leurs âmes sont finis pour toujours et à jamais. Quant à ceux qui s'étaient rassemblés devant eux sur la mer, la pleine flamme était leur front devant les bouches des ports, et un mur de métal sur le rivage les entourait. La victoire fut totale. Les peuples de la mer qui survécurent furent soit capturés, soit s'enfuirent. L'Égypte était sauvée. Ramsès III s'empressa de faire graver sur les murs de son temple des scènes glorieuses de sa victoire, se présentant comme le sauveur de son peuple, le défenseur de Maat, l'ordre cosmique contre le chaos. Mais cette victoire avait un goût amer. Certes, l'Égypte avait repoussé l'invasion, mais à quel prix? L'effort militaire massif avait épuisé les ressources du royaume. Les routes commerciales vers la Syrie et l'Anatolie étaient coupées. Les partenaires commerciaux traditionnels de l'Égypte avaient disparu. Le cuivre de Chypre, le bois de cèdre du Liban, les textiles de Syrie, tout cela devenait difficile à obtenir. L'Égypte ne retrouverait jamais sa splendeur d'antan. Les décennies suivant la victoire de Ramsès III virent le royaume glisser vers le déclin. Les pharaons suivants furent de plus en plus faibles. Le pouvoir se fragmenta. Les prêtres d'Amon à Thébès accumulèrent richesse et influence, rivalisant avec les rois. La Nubie se libéra du contrôle égyptien. Des envahisseurs libyens s'installèrent dans le delta occidental. En quelques générations, le nouvel empire s'effondra. Ramsès III lui-même connut une fin tragique. Vers 1155 avant Jésus-Christ, il fut victime d'une conspiration du harem. Des membres de sa propre famille, menés par une épouse secondaire qui voulait placer son fils sur le trône, tentèrent de l'assassiner. Le complot fut découvert et les conspirateurs exécutés, mais le roi mourut peu après, peut-être des suites de ses blessures. Son règne marqua la fin d'une époque. Ironiquement, certains des peuples de la mer qu'il avait vaincus s'installèrent quand même dans les régions qu'il prétendait contrôler. Les Pélécètes, que nous connaissons comme les Philistins, fondèrent des cités sur la côte de Canaan, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath. Ces villes allaient jouer un rôle majeur dans l'histoire du Levant au siècle suivant, rivalisant avec les royaumes hébreux naissants. Pendant que Ramsès III combattait les peuples de la mer, le reste du monde méditerranéen s'effondrait comme un château de cartes. L'interconnexion même qui avait fait la richesse de ces civilisations se retournait contre elle. Quand une pièce du système tombait, elle entraînait les autres dans sa chute. L'Empire hittite fut le premier à disparaître complètement. Vers 1190 avant Jésus-Christ, Hattusa fut abandonné puis brûlé. Le dernier roi hittite, Suppiluliuma II, disparut des sources sans laisser de traces. On ne sait pas s'il mourut en défendant sa capitale, s'il fut assassiné lors d'une révolte, ou s'il s'enfuit vers une destination inconnue. Les sites du cœur de l'Empire furent presque tous abandonnés. Certains, comme Hattusa, ne furent jamais réoccupés à grande échelle. Seuls les royaumes périphériques survécurent. À Carchemish et Mélide, des branches cadettes de la dynastie royale hittite maintinrent des principautés qui perpétuèrent certaines traditions. Ces États néo-hittites prospérèrent pendant quelques siècles avant d'être conquis par les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais le Grand Empire avait cessé d'exister. La Grèce mycénienne connut un sort similaire. Le palais de Pylos fut détruit par un incendie vers 1200 avant Jésus-Christ. Les tablettes de linéaire B découvertes dans ces ruines avaient été cuites par le feu, ce qui les a paradoxalement préservées. Elles nous donnent un aperçu fascinant des derniers jours du palais. Inventaire de trésors, liste de soldats mobilisés, mention d'observateurs postés sur la côte pour guetter une flotte ennemie. Puis le feu et le silence. Mycène survécut un peu plus longtemps, mais dans un état affaibli. La citadelle fut partiellement détruite, puis reconstruite sur une échelle réduite. Vers 1150 avant Jésus-Christ, elle aussi fut abandonnée. Tirynthe,
Thébès, tous les grands centres mycéniens connurent des destins comparables. Ce qui suivit en Grèce, ce fut ce qu'on appelle les siècles obscurs. La population diminua drastiquement. Jusqu'à 90% des petits sites du Péloponnèse furent abandonnés. L'écriture disparut. Plus personne ne savait lire ou écrire le linéaire B. Les grandes constructions en pierre cessèrent. Les gens vivaient dans des villages modestes, fabriquaient des poteries simples, pratiquaient une agriculture de subsistance. Cette période obscure dura environ 3 siècles. Ce n'est qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ que la Grèce commença à renaître, avec l'émergence des cités-États qui allaient donner naissance à la civilisation grecque classique. Mais c'était un monde totalement différent de celui des palais mycéniens. L'alphabet grec dérivait maintenant de l'alphabet phénicien, pas du linéaire B. La structure sociale, la religion, l'organisation politique, tout avait changé. En Anatolie, après la chute des Hittites, les Phrygiens établirent leur royaume. Ces Indo-Européens, qui pourraient être venus des Balkans, profitèrent du vide laissé par l'effondrement hittite. Leur roi le plus célèbre, Midas, oui, celui de la légende du toucher d'or, régna au 8e siècle avant Jésus-Christ depuis la capitale Gordion. À Chypre, l'île du cuivre connut des bouleversements majeurs. De nouvelles populations, probablement grecques, s'installèrent et mélangèrent leur culture avec celle des habitants d'origine. La production de cuivre continua, mais à une échelle réduite et avec des circuits commerciaux transformés. Le Levant vit l'émergence de nouveaux acteurs. Les Philistins s'établirent sur la côte sud. Les Phéniciens, descendants des Cananéens, développèrent un réseau commercial maritime qui allait s'étendre jusqu'en Méditerranée occidentale. Les Araméens fondèrent des royaumes en Syrie intérieure. Les Israélites commencèrent à se constituer en royaumes dans les hautes terres de Canaan. Ces nouveaux venus profitèrent du vide de pouvoir laissé par le retrait des grandes puissances. Ni les Égyptiens ni les Hittites n'étaient plus là pour dominer la région. Cette absence permit l'émergence de sociétés nouvelles qui n'auraient jamais pu prospérer dans le monde d'avant. En Mésopotamie, l'effondrement fut moins brutal, mais tout aussi réel. L'empire cassite de Babylone s'affaiblit considérablement. Les Élamites, venus des montagnes iraniennes, envahirent la Mésopotamie vers 1155 avant Jésus-Christ et mirent fin à la dynastie cassite. La région connut une période d'instabilité avant que les Assyriens ne commencent leur ascension qui mènerait à la création du plus grand empire que le Proche-Orient ancien ait connu jusque-là. Pendant des décennies, les historiens ont cherché une explication simple à l'effondrement de l'âge du bronze. Les peuples de la mer, la sécheresse ou les tremblements de terre. Mais l'archéologue Eric Klein a démontré qu'il s'agissait d'une tempête parfaite, où plusieurs catastrophes se sont renforcées mutuellement. La sécheresse a affaibli les économies. Les populations affamées devenaient vulnérables aux maladies et moins productives, tandis que les gouvernements incapables de nourrir leur peuple perdaient leur légitimité. Les tremblements de terre successifs ont détruit infrastructures, palais et systèmes d'irrigation sans possibilité de reconstruction. Les révoltes internes se sont multipliées, paysans affamés mais taxés, provinces qui se déclaraient indépendantes, mercenaires sous-payés qui devenaient bandits. La rupture des routes commerciales a privé les empires de ressources vitales. Sans étain, impossible de produire du bronze, donc plus d'armes ni d'outils. Les migrations massives de réfugiés fuyant les zones en crise ont créé des pressions insoutenables, générant conflits et compétitions pour des ressources déjà insuffisantes. La complexité même de ces sociétés s'est retournée contre elles. Les systèmes hautement centralisés dépendaient du bon fonctionnement de tout leur rouage. Quand un élément crucial défaillait, tout s'écroulait. L'anthropologue Joseph Tainter explique que les sociétés deviennent progressivement plus complexes pour résoudre leurs problèmes, mais cette complexité génère des coûts croissants. Bureaucratie lourde, hiérarchie rigide, système fragile. Quand les coûts dépassent les bénéfices, la société devient trop rigide pour s'adapter aux crises. Les palais mycéniens illustrent parfaitement ce piège. Leurs inventaires détaillés de chaque mouton et jarre d'huile nécessitaient scribes, contrôleurs et bâtiments d'archives, une bureaucratie coûteuse. Quand la production diminuait à cause de la sécheresse, cette bureaucratie continuait à consommer des ressources jusqu'au point de rupture. La concentration des richesses dans les palais
attirait les convoitises et rendait ces centres vulnérables au pillage. La spécialisation économique créait des dépendances dangereuses. Chypre produisait le cuivre, l'Afghanistan l'étain, et les forgerons dépendaient de routes commerciales longues de milliers de kilomètres. Enfin, l'épuisement des sols après des siècles d'agriculture intensive avait appauvri les terres. La sécheresse n'a fait que précipiter une crise agricole déjà latente. L'effondrement ne fut pas une extinction. Les sociétés complexes, urbanisées et hiérarchisées, laissèrent place à des communautés rurales plus simples et dispersées. L'Égypte survécut affaiblie, les cités phéniciennes prospérèrent, la Syrie émergea même renforcée. Mais pour beaucoup, ce fut un âge sombre où l'écriture disparut dans de nombreuses régions, remplaçant palais et archives par des mythes et légendes déformés. La guerre de Troie chantée par Homère pourrait conserver un écho lointain de ces troubles. L'exode des Hébreux daterait possiblement de cette période, les Israélites profitant du vide laissé par le retrait des grandes puissances pour s'établir en Canaan. La transition vers l'âge du fer modifia les équilibres. Le fer, plus abondant et disponible localement, ne dépendait pas de routes commerciales transcontinentales. Les Assyriens maîtrisèrent cette technologie pour bâtir le plus vaste empire que le Proche-Orient ancien ait connu. Les Phéniciens développèrent un empire maritime jusqu'aux colonnes d'Hercule, fondant Carthage et diffusant leur alphabet, ancêtre de nos alphabets actuels. Les Grecs émergèrent lentement de leurs siècles obscurs. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, leur nouvelle civilisation n'avait presque rien en commun avec les Mycéniens. Les palais avaient cédé la place aux assemblées de citoyens, les rois divins aux magistrats élus. Homère créa un passé mythique glorieux qui inspirerait les Grecs pendant des siècles. L'effondrement de 1177 avant Jésus-Christ résonne étrangement avec notre époque. Comme Eric Klein le souligne, réchauffement climatique, sécheresse, famine, séisme, guerre civile, migrations massives et risques systémiques pour les échanges internationaux caractérisent autant le XIIe siècle avant Jésus-Christ que notre XXIe siècle. Notre monde interconnecté génère prospérité, mais aussi vulnérabilité. La pandémie de Covid-19 l'a prouvé. Quand la Chine ferme ses usines, le monde entier manque de composants essentiels. Le changement climatique provoque déjà des catastrophes croissantes. Les migrations climatiques déstabilisent des régions entières. Les inégalités génèrent frustration et révolte. La complexité vertigineuse de nos systèmes crée une fragilité systémique, comme l'ont montré le blocage du canal de Suez en 2021 ou la crise alimentaire provoquée par l'invasion de l'Ukraine. Sommes-nous condamnés à répéter l'histoire? Pas nécessairement. Nos connaissances scientifiques et technologies nous donnent des outils de prévention. Mais notre population de 8 milliards d'humains exerce une pression inédite sur les ressources. Notre capacité destructrice dépasse celle de toute civilisation antérieure, et nos armes nucléaires pourraient causer un effondrement bien plus radical. L'effondrement de l'âge du bronze nous enseigne des leçons cruciales. Aucune civilisation n'est immortelle. L'interconnexion crée autant de vulnérabilité que de force. Les crises multiples se renforcent mutuellement. Les signaux d'alarme précèdent toujours l'effondrement. L'après-effondrement n'est pas la fin, mais une transformation douloureuse. Les causes sont toujours multiples et structurelles. L'histoire de 1177 n'est pas qu'un récit du passé. C'est un avertissement, un miroir tendu à notre époque. Les civilisations du bronze tardif se croyaient éternelles. Elles avaient tort. Le soleil s'est couché sur leur monde, mais l'aube a fini par se lever sur un nouveau monde. La question demeure, saurons-nous apprendre de l'histoire pour éviter de la répéter? La réponse dépend des choix que nous faisons aujourd'hui.